Jean-Philippe Noël, bonjour. Bonjour Yolène. Alors vous avez écrit un livre magnifique, Les champions Merci. du camouflage, c'est hallucinant, un livre de photos avec des photos de Bios Photo sur le camouflage. En fait c'est très récent ce qu'on découvre. Alors, déjà on va regarder la belle couverture de votre livre. Ce merveilleux gecko qui a été photographié à Madagascar. Qui est incroyable, c'est une vraie sculpture. Oui, tout à fait. Alors en fait Sculpture naturaliste. on découvre depuis très peu de temps les secrets du camouflage. Alors, effectivement, ce que moi j'ai moi-même découvert en fait en écrivant ce livre, c'est que les études sur le camouflage sont récentes. Alors tout le monde sait que les animaux se camouflent. Se camoufler pour l'animal, c'est aussi important que ce soit un prédateur ou une proie pour attraper sa proie ou pour éviter de se faire attraper justement. Mais tout le monde a accepté le fait sans s'être véritablement posé la question. Il faut attendre les années 2000 pour qu'on essaie justement de s'interroger sur comment les animaux parviennent à se camoufler, quelles sont leurs techniques de camouflage et comment aussi l'évolution a donné des copies aussi parfaites, comment un insecte finit par ressembler à une feuille, à une fleur aussi parfaitement. Mais en fait, ce n'est qu'à partir des années 2000 que des chercheurs vont essayer de s'interroger et de trouver des solutions. Mais vous savez, dans ce genre de choses, plus on cherche, plus on a de nouvelles questions qui se posent. Alors c'est exactement ce que montre votre livre. On va commencer par des exemples qui finalement sont assez simples par rapport à d'autres. Ce sont les papillons qui imitent les feuilles. Oui, donc alors vous voilà, je vais vous présenter deux espèces de papillons. Ouais. À ma droite, vous avez donc un Robert le Diable posé sur une feuille de chêne, à côté d'une feuille de chêne. On voit bien le papillon là qui est à côté de la feuille. Et effectivement, ce papillon, quand il a les ailes fermées, est totalement invisible. Et puis, à ma gauche, vous avez une feuille, alors un papillon qui lui-même s'appelle la feuille de chêne, et qui lui-même, quand il est posé à côté, là, c'est probablement à côté d'un hêtre, disparaît complètement dans son environnement. Alors là, les photos les mettent en évidence, donc on peut les repérer sur ces photos, mais je peux vous promettre que si vous passez à côté, vous ne les voyez pas. Ah non, mais ce qui me fait plaisir avec ces deux espèces de papillons avec lesquels on commence, c'est que ce sont deux espèces qui sont encore relativement communes chez nous. Donc le camouflage, ça ne s'adresse pas seulement à des animaux qui sont forcément loin, mais des espèces tout autour de nous utilisent aussi ce mimétisme et ces camouflages. Alors ce qui est formidable aussi chez ces papillons, c'est qu'ils ont évolué, vous nous expliquez avec le papillon Kalima, qu'il a évolué au cours finalement des siècles pour avoir une stratégie de plus en plus fine finalement. Donc c'est il y a de la réflexion. Exactement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, à partir des années 2000, on se demande comment une espèce parvient à imiter une feuille. Et grâce aux études sur l'ADN et à la génétique, on va étudier une famille de papillons qu'on connaît bien, qui sont effectivement les Kalima, et on les connaît bien parce que Wallace, qui est avec Darwin, l'un des inventeurs de la théorie de l'évolution, s'émerveille devant ces papillons qui vivent en Asie, et pour lui, c'est la preuve que l'évolution existe. C'est-à-dire que si vous prenez un papillon qui finit par ressembler à une feuille, c'est que forcément il a évolué pour ressembler vers cette feuille. Donc le mimétisme fait partie de l'évolution, c'est une des preuves de l'évolution. Et puis, c'est ce que je vous disais, on va dire ok, puis on va pas l'étudier. Et puis à partir des années 2000, parce que la génétique, parce que les ADN, on va se demander comment faire et comment ça se passe, comment on va réussir à créer des arbres en fait, des arbres généalogiques de ces espèces. Et on va replacer les papillons de la famille Kalima. Et là on va voir, en les plaçant toutes les espèces que l'on connaît, en les plaçant les unes à côté des autres, on va voir comment petit à petit, chacune s'approche d'une feuille, s'en éloigne, etc., jusqu'à finir en fait par ressembler parfaitement. Et on va réussir à recréer cette histoire de l'évolution, du mimétisme. Une histoire incroyable. Incroyable, mais c'est incroyable parce que tout ça, c'est des millions d'années. Les premières sauterelles mimétiques datent de 270 millions d'années. Il y a 270 millions d'années, c'est des dinosaures qui sont sur Terre. Et vous avez déjà des petites sauterelles qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des feuilles. Donc l'histoire du mimétisme est très ancienne. Extraordinaire. Alors vous donnez un autre exemple qui est incroyable, c'est la moule. Alors je la montre tout de suite, qui a priori est un animal a priori pas très aimé et qu'on considère comme pas très intelligent. Bah celle-là elle est drôlement maligne. Oui, effectivement, moi j'ai envie de vous poser la question, Yolène, qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Alors moi je vois un poisson. Et puis quand même un coquillage en dessous. Alors effectivement, vous avez une bonne vue parce qu'effectivement il y a bien un poisson, ça il n'y a pas de doute. Et en dessous, vous voyez effectivement un coquillage qui est donc une moule d'étang en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que le poisson que vous voyez là, il n'existe pas. C'est un faux poisson. En fait, c'est le manteau. Le manteau, c'est la partie qu'on mange chez la moule, vous savez, la partie charnue. Et bien cette moule-là a transformé une partie de son manteau
en une parfaite imitation de poisson, puisqu'on voit l'œil, les nageoires, aussi bien caudales que dorsales. Et il faut imaginer que là, c'est une image fixe, mais qu'en plus, ce poisson frétille en permanence. Mais on se demande, mais pourquoi une moule a-t-elle besoin d'attirer un poisson? Tout le monde sait en gros que les moules, elles se nourrissent en filtrant l'eau et qu'elles ne sont pas carnivores. Mais cette moule, elle attire un poisson non pas pour le manger, mais parce qu'elle en a besoin, figurez-vous, pour sa reproduction. Une fois qu'elle est petite, lorsque la moule garde ses œufs dans son corps, et une fois que ses œufs sont prêts à éclore, qu'ils vont donner naissance à des larves, la moule va attirer grâce à ce poisson, un poisson prédateur qui va vouloir attraper le leurre, et au moment où le poisson prédateur va se jeter sur le leurre pour l'avaler, la moule va expulser ces jeunes larves dans la bouche du poisson. Non pas pour que ceux-ci soient dévorés par le poisson, mais pour qu'en fait ces larves aillent se coller, s'accrocher aux branchies du poisson. Parce que les branchies du poisson, c'est un endroit où l'eau est excessivement, tout le temps aérée, qui est donc très propice à un bon développement. Et donc les larves de la moule vont pouvoir se développer tranquillement à l'abri des branchies du poisson, jusqu'au stade où elles-mêmes décideront d'aller se coller à un rocher et elles quitteront les larves. Ça n'aura pas été très gênant pour le poisson, hein. C'est du parasitage, mais c'est du parasitage. Il s'en rend pas compte en fait. Non, c'est pas du parasitage agressif. Mais elle est gonflée, elle met ses petits chez l'ennemi finalement. Elle place ses petits, ouais, c'est une forme d'ennemi, mais surtout elle est gonflée, parce que vous imaginez ce que c'est qu'une moule. On n'a pas beaucoup découvert de cerveau de la moule. On imagine que la moule a une conscience de son environnement qui est quand même assez restreinte. Et pourtant, cette moule, ah bah oui, là c'est un exemple qui montre, a créé quand même un poisson qui bluffe même les autres poissons. C'est extraordinaire. Merci. C'est moi qui vous remercie.